l'infidélité n'est pas ce que tu crois. Ça n'est pas non plus ce que la société t'a raconté. Ce que tu vas entendre dans cet épisode va peut-être te déranger, ou peut-être t'aider, ou peut-être te mettre en colère. Mais une chose est certaine, tu ne vas pas l'écouter de la même manière que tu écoutes d'habitude. Parce qu'on va parler d'infidélité non pas comme d'un jugement moral, non pas comme une sentence, mais comme une lecture du système nerveux. Et ça, presque personne ne le fait. Et pourtant, ça peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Bienvenue dans Misaine, je suis Caïs, et aujourd'hui je veux qu'on regarde l'infidélité comme un symptôme plutôt que comme une faute. Pas pour excuser quoi que ce soit, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment dans le corps de celui ou celle qui trahit. Dans le corps de celui ou celle qui est trahi. Et dans ce que le couple lui-même essayait de dire sans trouver les mots. D'abord, je ne vais pas te juger. Si tu as trahi quelqu'un, tu sais déjà que c'est dur. Tu le sais dans ta chair. Tu peux me mettre en colère contre toi-même, ou tu peux te dire que tu es quelqu'un de mauvais. Tu n'as pas besoin de moi pour ajouter une couche de culpabilité à ce que tu portes déjà. Et si tu as été trahi, tu sais déjà que ça fait mal, d'une douleur qui ressemble à très peu d'autres douleurs. Tu n'as pas besoin de moi pour confirmer ce que ton corps a déjà enregistré. Ce que je veux faire, c'est simplement regarder en dessous de tout ça. Pas moralement, mais biologiquement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de quelqu'un qui trahit ? Souvent, ça n'est pas un acte de malveillance. C'est une décharge. C'est une respiration. C'est une alarme intérieure qui crie depuis longtemps et qui cherche une issue. Il y a quelque chose d'étouffant dans le couple. Pas nécessairement quelque chose de menaçant ou de violent, mais quelque chose d'étroit. Peut-être que ton besoin n'a pas de place dans cette relation. Peut-être que tu te sens vu en surface et pas vraiment en profondeur. Peut-être que ton corps demande quelque chose. De l'aventure, de l'affirmation, de la liberté, du désir. Et que le couple, par sa structure, dit non à ce besoin. Et à un moment donné, tu crois quelqu'un qui représente exactement ça, cette liberté ou cette validation, ou simplement une interruption de l'étouffement. Et quand tu es dans ce moment-là, ton système nerveux ne demande pas « Et mon couple ?» Ton système nerveux demande juste « Comment est-ce que ça respire ici ?» C'est une décharge nerveuse avant d'être une décision morale. C'est le corps qui dit « Je ne vais pas étouffer dans cette relation. Je vais chercher de l'air. » Et voilà ce qui rend cette lecture importante. Souvent, bien avant l'infidélité, il y avait un besoin qui n'a jamais été dit. Je ne me sens pas désiré. J'ai besoin d'aventure. Je ne me reconnais plus dans ce qu'on est devenu. J'ai besoin d'explorer une part de moi que cette relation ne peut pas contenir. Ce sont des choses tellement dures à dire. Des choses qui peuvent même briser. Qui peuvent mettre fin au couple. Qui peuvent ouvrir un dialogue qu'on n'est pas prêt à avoir. Alors au lieu de les dire, le corps les dit autrement, par une infidélité. Et c'est là que se trouve la vraie trahison, pas le secret en lui-même, mais le non-dit qui l'a précédé. C'est ne pas avoir dit « j'ai besoin de ça ». Est-ce qu'on peut l'explorer ensemble ? Ou est-ce qu'on doit se quitter ? C'est avoir choisi le mensonge plutôt que la vulnérabilité. Esther Perel, psychothérapeute belge installée à New York, l'une des voix les plus influentes au monde sur la question des relations intimes et de l'infidélité, a publié en 2017 2 ouvrages qui ont profondément changé la manière dont on comprend le désir et la trahison dans le couple. Elle dit quelque chose qui résonne profondément ici. L'infidélité n'est jamais juste une trahison du couple. C'est souvent une trahison de soi. C'est une personne qui a dit non à sa propre vie, à son propre besoin pendant tellement longtemps que le corps a fini par trouver une sortie que la conscience
n'avait pas autorisé. Et cette lecture ne justifie rien, mais elle libère quelque chose parce qu'elle dit « ce n'est pas juste que tu as été méchant envers l'autre, c'est que tu ne te suivais pas toi-même. » Et tôt ou tard, ça devait sortir. Et maintenant, abordons les choses de l'autre côté. Quand tu apprends que tu as été trahi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? D'abord, il y a un moment de sidération, un moment où tu ne comprends pas, où tu entres en état de choc. Ton système nerveux disait « c'est sûr ici, cette relation est un lieu de sécurité ». Et soudain, ça n'est plus sûr. Et cette fracture n'est pas juste émotionnelle, elle est neurologique. Tu vas commencer à revérifier chaque souvenir, chaque moment partagé, en te demandant « est-ce que c'était vrai, ce moment où on était heureux ? Est-ce que tout était déjà un mensonge ?» Le mensonge contamine le passé. Judith Herman, psychiatre américaine, professeure à Harvard Medical School et auteure de Trauma and Recovery, publie en 1992 un ouvrage fondateur qui a établi le cadre moderne de compréhension du trauma psychologique, notamment dans les relations interpersonnelles. Elle explique que la trahison par une personne de confiance crée une forme de trauma particulièrement dévastateur, parce qu'elle ne détruit pas seulement la relation, elle détruit la capacité même de la personne à faire confiance à ses propres perceptions. Et c'est ça qui tue véritablement. C'est pas la trahison en elle-même, c'est d'apprendre que quelque chose en toi, cette capacité à sentir la vérité, à être sûr de ce que tu voyais, pouvait se tromper aussi profondément. C'est la partie de confiance en soi qui est la blessure la plus profonde de l'infidélité. Et quand on creuse plus profond encore, pas le mensonge, pas même le besoin non dit, il y a souvent un besoin collectif du couple que personne n'a nommé. Peut-être qu'il y avait une peur de grandir ensemble. Une peur de se demander qui est-ce qu'on devient vraiment. Peut-être qu'il y avait une stagnation, une habitude confortable, et que personne ne voulait risquer de déranger cet équilibre fragile. Peut-être qu'au fond, l'infidélité était une manière de dire, sans parole, que le couple n'était pas assez vivant pour contenir tout ce que chacun portait à l'intérieur. C'est dur à entendre pour la personne trahie, parce que cela implique qu'il y avait peut-être quelque chose que vous auriez pu aborder ensemble, un dialogue que vous auriez pu avoir avant que le corps ne prenne le relais. Mais ça veut aussi dire que l'infidélité n'est pas juste sur le dos d'une personne. C'est un appel du couple, un signal que quelque chose dans le système relationnel demandait attention et ne l'a pas reçu. Et au plus profond de tout, quand tu regardes l'infidélité dans sa dimension la plus corporelle, je ne parle pas du mensonge, pas même du besoin, il y a une décharge, une fuite de pression, un moment où le corps cède parce qu'il y a eu trop de contraction, trop de retenue, trop de « je dois être cela pour cette personne ». Et le corps dit non. Le corps trouve une issue. Ça n'est pas justifié, ça n'est pas bien, mais c'est mécanique. C'est ce qui arrive quand tu retiens trop longtemps quelque chose de vivant en toi. Et ça montre quelque chose d'important. Dans n'importe quel couple, il y a un seuil, un point où la contraction devient insoutenable. Et au-delà de ce seuil, il y a une fuite. Le corps trouvera toujours une sortie. Alors comment est-ce qu'on vit avec ça ? La voie du milieu, ça n'est pas on pardonne et on continue comme avant. Parce que comme avant n'existe plus. Et faire semblant serait une nouvelle forme de mensonge. Ça n'est pas non plus c'est juste fini, adieu, de manière automatique. Parce que si on ne comprend pas le signal, on va le rejouer ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Alors pour moi, la voie du milieu, c'est prendre le symptôme au sérieux.
S'il y a eu infidélité, c'est un signal, pas une fin. Et la question devient, qu'est-ce que ce signal dit ? Qu'est-ce qu'on a ignoré dans ce couple qui a crié assez fort pour qu'une personne risque de tout perdre pour être entendue ? Parfois la réponse c'est, on peut changer ça ensemble, on peut creuser ce besoin, on peut s'ajuster et reconstruire sur des bases plus honnêtes. Et parfois la réponse c'est, on a trop grandi dans des directions différentes. Et la chose plus juste qu'on puisse faire est de se séparer avec respect, plutôt que de continuer à se mentir. Mais dans les deux cas, on arrête de faire uniquement du blâme. Et on regarde le signal. Alors voilà ce que je te propose comme pratique. 3 petites questions pour y répondre devant quelqu'un d'autre, mais pour toi, en toute honnêteté. Première question. Si tu as trahi, qu'est-ce que tu cherchais vraiment dans cette infidélité ? Si tu as été trahi, qu'est-ce que tu crois que l'autre cherchait ? Essaye de répondre sans jugement. Juste la vérité. Deuxième question. Quel besoin, le tien ou celui du couple, n'était pas nommé avant que ça arrive ? Qu'est-ce qui vivait en silence et qui n'a jamais trouvé de mots ? Et pour la troisième et dernière question, si tu pouvais revenir à un moment avant que tout bascule, qu'est-ce que tu dirais ? Pas pour sauver le couple nécessairement, pour dire la vérité que tu n'as pas dite. Et tu écris ça, pas pour le montrer, mais juste pour toi. Pour que ton corps commence à relâcher ce qu'il porte depuis peut-être trop longtemps. L'infidélité, ça n'est pas une simple trahison morale, c'est un symptôme, et si tu l'écoutes, il peut t'apprendre quelque chose, peut-être sur le couple, peut-être sur toi, peut-être sur ce que tu dois dire avant qu'il ne soit trop tard. Et si cet épisode résonne en toi, tu peux soutenir Misen avec un abonnement, un pouce, ou nous partager ton expérience en commentaire pour que ce message arrive à ceux qui en ont le plus besoin. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une bonne pratique de la voix du milieu. Et nous, on se retrouve au prochain épisode.